Donc bonjour à toutes et à tous, hein. Merci de nous avoir rejoints sur le webinaire qui est dédié à la démarche Citergy. Comme un dernier exemple de ce qu'on a déjà fait, déjà dernier retour d'expérience sur ce qui a déjà été fait depuis 2019, avec d'abord la présentation de la démarche, ensuite le témoignage de deux collectivités, et aujourd'hui donc le témoignage d'une collectivité qui est engagée depuis plus de 10 ans dans cette démarche et qui va donc relater un petit peu tout ce parcours pour obtenir le label Gold, hein, déjà par 2 fois, et qui doit être a priori renouvelé en 2021. Donc je vais, avant de donner la parole aux intervenants sur la communauté urbaine de Dunkerque, donner la parole à Emmanuel Penset pour qu'il expose la démarche du CNFPT dans cette e-communauté, dans les webinaires et dans tout le programme de formation qu'il anime en qualité de responsable du pôle de compétences énergie-climat. Voilà, donc Emmanuel, je te Merci passe la Jean-Pierre. parole. Merci et bonjour à tous et merci à nos deux intervenants, donc Monsieur Marie et Monsieur Bikoff, et merci à Julien et Jean-Pierre encore une fois pour l'organisation de ce webinaire. Voilà, quelques informations donc dans ce contexte, comme je l'avais déjà dit au dernier webinaire. Bon, le CNFPT s'organise pour déployer une offre de formation à distance dès le mois de décembre. Donc les collectivités seront informées sur tous les champs de compétences. Simplement vous dire que Julien a publié le compte-rendu du webinaire du 5 novembre, donc il est accessible sur la question des financements participatifs des ENR, et que Jean-Pierre a déjà bien avancé sur la préparation d'un webinaire pour le 24 novembre sur la rénovation énergétique des copropriétés avec une intervention de la métropole de Grenoble. Voilà, simplement ces quelques actualités. Je vous souhaite un bon webinaire et à très bientôt. Merci. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Monsieur Bikoff, s'il veut bien intervenir, ou à Monsieur Marie, pour peut-être présenter la démarche, et puis présenter ensuite l'élu qui va intervenir. Donc, Monsieur Marie, je vous laisse peut-être la parole, puisque vous apparaissez dans un premier temps, et après on aura la parole à Monsieur Bikoff. Vous êtes d'accord? D'accord, très bien. Merci, bonjour à tous. Donc une petite présentation en 6 points. Je laisserai la parole à mon élu, Monsieur Didier Bikoff, qui introduira, qui portera un peu la vision politique de la communauté urbaine de Dunkerque. Je vous expliquerai après en une petite minute pourquoi l'intérêt de s'engager dans une démarche de labellisation Citergy. Je vous brosserai les grandes étapes d'une labellisation, d'une démarche de labellisation Citergy. Je vous expliquerai comment à la communauté urbaine de Dunkerque on s'est organisé en interne pour préparer et renouveler à plusieurs reprises cette labellisation. Comment utiliser Citergy comme un outil qui permet de structurer les politiques climat, air, énergie, mais aussi de suivre sa mise en œuvre sur le long terme. Et le plus long de ma présentation, de mon intervention, concernera la présentation de quelques actions exemplaires, quelques actions phares qui nous ont été repérées par l'auditrice Citergy. Sur le premier point, je laisse la parole à mon collègue élu qui va vous présenter, on va introduire ce séminaire et vous présenter la vision politique de la communauté urbaine de Dunkerque. Écoutez, bonjour à toutes et à toutes. Je suis effectivement, je me présente, Didier Bikoff. Je suis effectivement le conseiller communautaire délégué au plan climat, avec également dans ce nouveau mandat, quelque chose qui de toute manière est dans sa ligne droite. Je suis également représentant du SCOT, donc à l'agence d'urbanisme, plan local d'urbanisme. Donc effectivement, on y trouve tous les documents et toute la transversale du plan climat. Donc, comme cet webinaire effectivement axé plutôt sur la notion, sur la labellisation Citergy, je rappelle, mais Monsieur Pouillot le disait tout à l'heure, que nous sommes la première intercommunalité française à avoir été labellisée Citergy Gold en 2014, ce qui effectivement nous a honorés, mais c'est un long travail et qui nous oblige également. Je fais quand même un petit retour historique du territoire. La communauté urbaine de Dunkerque est la première communauté urbaine volontaire de France, 1969. Donc ce n'est pas d'aujourd'hui.
nous sommes à l'avant-garde depuis de nombreuses décennies. On le doit à nos prédécesseurs. Moi, je ne suis jamais qu'un maillon d'une longue chaîne. Il y a des gens qui étaient bien avant moi, d'autres qui le seront bien après. Sur ce territoire, bon, un territoire qui est historiquement et géographiquement très marqué. D'abord, géographiquement, nous sommes sur le plus grand polder de France, c'est-à-dire sur 100 000 hectares, avec des problématiques de submersion marine que vous pouvez effectivement imaginer. Politiquement, effectivement, nous sommes aussi sur un territoire fortement industrialisé, et tout à l'heure dans notre discussion, on verra bien que selon nos particularités géographiques, un plan climat ne se construit pas de la même manière. Nous avons cette particularité d'être fortement très industrialisé, ou un géant de la sidérurgie qui s'appelle ArcelorMittal pèse chez nous plus de 80% des gaz à effet de serre. Alors, vous voyez bien que pour construire un plan climat, on ne pèse pas, la collectivité, communauté urbaine de Dunkerque pèse peu dans les émissions, donc nous avons effectivement à vivre avec cela. Le plan climat dont nous allons parler, nous en sommes pratiquement à la construction du troisième. Ce troisième plan climat donc a aussi des ambitions. Les ambitions sont notamment d'essayer de forcer un peu ce qu'on a fait dans le deuxième, c'est-à-dire d'embarquer tous les grands acteurs économiques du territoire. Mais bon, on est dans disons un rapport qui est quand même très très surdimensionné. Alors bon, ce qui fait le charme et aussi la difficulté par rapport à cela. Citergy, pour en revenir, parce que c'est le cœur de notre webinaire, c'est le fil d'Ariane. Cette labellisation, c'est une reconnaissance européenne, française, mais c'est aussi à l'égard de nos interlocuteurs du domaine économique ou de la grande distribution d'ailleurs. C'est une reconnaissance qui nous permet non pas de traiter d'égal à égal, parce que bon, à ce niveau-là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais c'est d'être reconnu effectivement comme des gens qui avons mis en place politiquement la volonté d'essayer à ce que ce territoire fortement impacté par l'industrie soit, je dirais, exemplaire dans la décarbonation. Je ne sais pas si c'est le terme adéquat, parce que selon les moments on emploie un autre terme, mais aujourd'hui l'objectif prioritaire du territoire avec les grands industriels, c'est d'arriver effectivement à réduire de manière drastique les gaz à effet de serre, avec tout ce qui peut impliquer, puisque dans un plan climat, il y a aussi la notion de qualité de l'air. Donc politiquement, voilà, j'essaye, bon, ça peut sembler un peu touffu, mais en 10 minutes, il est difficile de faire une synthèse des défis que nous avons relevés, que nous avons encore à relever, parce qu'ils sont encore très très importants, parce que quand on voit effectivement les résultats, ils sont loin d'être à la hauteur de nos espérances, mais bon, chacun dans son coin va essayer de faire ce qu'il peut, donc voilà, nous, politiquement, on est effectivement très attaché depuis 30 ans sur ce territoire, et ce qui a effectivement nous a beaucoup aidé dans la labellisation Citergy, parce que nos auditeurs, les auditeurs trouvaient extraordinaire que quelle que soit la couleur politique et les alternances politiques, on a toujours eu on a tracé la même voie, on a toujours parlé de la même manière. Donc voilà, moi je vais laisser maintenant à monsieur Jimmy Marie de reprendre. Moi j'ai mon écran qui s'est fermé, je vais réouvert et je reprends la parole tout à l'heure. Merci. Voilà, donc monsieur Marie, je vous cède la parole pour donc intervenir sur le webinaire. Très bien. Donc, je vais vous présenter, rentrer un peu plus dans le détail du label. Donc pourquoi s'engager dans une démarche de labellisation Citergy? Comme mon élu l'a très bien dit, on a un engagement assez ancien. Alors, je suis pas remonté au siècle dernier, je suis remonté à 2010. 2008, on a un engagement volontaire dans la Convention européenne des maires pour le climat.
Alors pour ceux qui connaissent les territoires qui sont engagés dans ce type de démarche, on a une série de tableurs à remplir autour de l'énergie, de nos impacts sur les gaz à effet de serre, etc. Et on s'est préparé à construire un premier plan climat totalement volontaire. On est 3 ans avant la réglementation, dès 2009. Donc il y a aussi cette historique qui nous a permis de décrocher des labels et notamment le label d'excellence depuis fin 2013, début 2014. Il y a une réelle volonté politique de créer une politique climat air énergie ambitieuse et qui soit labellisée et certifiée. Et à ce moment-là, en 2008-2009, on rencontre l'ADEME, la délégation régionale, qui nous présente ce label, un label à destination des territoires. Effectivement, on découvre ce label, on remplit un petit questionnaire et nos élus, le comité de pilotage, décident d'engager une démarche de certification de ce premier plan climat de par la labellisation Citergy. On a en 2011, fin 2011, une première labellisation Citergy. Alors pour ceux à qui ça parle un petit peu, on était une surprise agréable. On était dès 2011 pour une première labellisation à 70% de notre potentiel maximum de points par rapport au label. Alors, je suis désolé, le texte est un peu coupé, mais c'est pas bien grave, je poursuis. Donc pourquoi s'engager dans une démarche de labellisation Citergy? Alors j'ai envie de dire, le référentiel Citergy, on peut l'utiliser de différentes façons. C'est vraiment un label d'excellence. Il y a une caution scientifique, technique derrière qui est l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie, une agence française, donc reconnue. On est sur un label qui est complètement adaptatif, qui est évolutif et progressif. C'est les 3 paliers, j'y reviendrai, les 3 paliers dans le label. Moi, pour connaître le label depuis un petit moment maintenant, je trouve qu'il y a une réelle évolution avec le nouveau référentiel là, depuis 2018, où les fiches actions sont vraiment beaucoup plus détaillées et on peut vraiment, pour ceux qui connaissent un peu les fiches, avec les niveaux A, B et C, vraiment programmer une démarche d'amélioration continue de la prise en compte des enjeux climat et énergie dans la gestion du patrimoine ou des compétences des collectivités dans lesquelles on travaille. Citergy, c'est aussi un outil de management, et ça, effectivement, peut-être que mon élu l'a peut-être pas assez insisté, mais effectivement, le fait qu'on soit labellisé, nous oblige, entre guillemets, à ne pas perdre le label et nous incite à plutôt augmenter le score d'année en année, de renouvellement en renouvellement. Donc voilà, c'est aussi un outil d'évaluation et d'incitation des collègues aussi à prendre en compte les enjeux climat et énergie dans leur travail au quotidien, qu'ils travaillent dans les déchets, dans la politique habitat ou peu importe. Donc voilà les 3 niveaux du label. On est sur une grille d'analyse qui vous permet de connaître vos forces et faiblesses. On peut aussi déclencher des feuilles de route pour améliorer les points sur lesquels on est un peu mal noté. Les grandes étapes de la démarche de labellisation, elles sont au nombre de 4. Vous réalisez un premier état des lieux qui vous permet sur les 60 fiches actions de vous positionner. Donc vous prenez la tâche d'un conseiller Citergy qui va vous aider à effectuer un premier score, évaluer un premier score de la collectivité. Sur la base de ce score, vous définissez une feuille de route à 4 ans, la définition de la politique climat et énergie. Vous assurez sa mise en œuvre et son suivi pendant 3 années, et vous pouvez demander une labellisation au bout de 4 années. Vous pouvez même dès l'entrée en cycle, l'état des lieux, si le score vous permet de prétendre à un label, de demander à l'ADEME de passer à la Commission nationale du label, qui est la cellule qui octroie les différents niveaux du label. Alors pour résumer, vous avez un engagement de la collectivité, vous avez, via une prise de contact avec les délégations régionales de l'ADEME, vous faites un pré-diagnostic, vous avez une convention de partenariat entre votre collectivité et l'ADEME, ça c'est vraiment les phases 1. Vous vous organisez en interne, en mode projet, portage politique, comité de pilotage, comité technique, etc. Vous rédigez un cahier des charges pour recruter un conseiller externe. Globalement, nous, le conseiller externe, il nous coûte, on va dire, 30 000 € pour un cycle de 4 années, en sachant que l'année 1, l'année où vous demandez ou vous renouvelez le label, est l'année qui va consommer la plus grande partie des crédits. Sur les 3 années qui suivent, vous avez simplement une visite annuelle à minima, c'est le règlement du label qui veut ça,
qui fait office de comité annuel de suivi. À la communauté urbaine de Dunkerque, on tient ces comités généralement en fin d'année, en décembre. On réalisera là, le prochain comité de suivi mi-décembre. Une fois que vous avez recruté ce conseiller, vous réalisez l'état des lieux. Il vous accompagne pour vous noter sur les 60 mesures qui sont réparties dans les 6 domaines. Il y a plus ou moins une centaine d'indicateurs de suivi répartis dans ces 6 domaines, ce qui vous permet vraiment d'avoir une feuille de route assez fine et un programme d'action fin et précis à mettre en œuvre sur les 4 années. La phase de labellisation, vous élaborez un dossier de demande de labellisation. Vous réalisez éventuellement l'audit. Alors, je sais pas, j'ai cru comprendre que ça allait peut-être changer, mais l'audit n'est nécessaire que pour un label Citergy et pour un label européen Gold. Il y a un double audit avec un auditeur européen et français qui mène l'audit en cas de labellisation Gold. Et enfin, vous avez la phase de mise en œuvre. On réalise le programme d'action, on prépare le prochain cycle, et ça dure 3 ans puisque la première année a été mangée par la construction de l'état des lieux et la phase de labellisation. J'en viens maintenant à vous expliquer un peu comment on s'est organisé à la communauté urbaine de Dunkerque pour aller chercher ce label. On a fait des comités techniques, donc je pilote l'ensemble des comités techniques avec des chefs de projet ou des chargés de mission, j'ai écrit entre guillemets thématiques, Alors, les économes de flux pour tout le domaine 2 autour des bâtiments, les conseillers info-énergie pour les politiques de l'habitat, etc. Et le conseiller Citergy nous accompagne, et ça nous permet de décrypter un peu les 60 actions, de nous positionner sur les mesures, de préparer une notation et de commencer à compiler des justificatifs, puisqu'on est bien sur une démarche d'audit où il faut justifier. On réalise telle ou telle action, on doit pouvoir la justifier par un document de diverses natures. Ça peut être un rapport d'étude, une photo, un document divers, peu importe. Et donc ces comités techniques ont plutôt vocation à se réunir au moment où on réalise l'état des lieux, où on prépare un renouvellement de label ou une première labellisation. Vous avez, alors le texte a un peu décalé, je suis désolé. Alors on a aussi des réunions annuelles de suivi, comme je le disais tout à l'heure, c'est intégré dans le règlement du label. Il faut à minima avoir une réunion annuelle de suivi. Et donc là, on est plutôt sur un niveau décisionnel, élu directeur général, directeur, chef de projet et conseiller Citergy. L'idée, c'est de présenter un peu l'avancement de la feuille de route de l'année en cours et de rédiger un rapport annuel qu'on leur doit transmettre à l'ADEME pour montrer que effectivement on est bien dans un processus d'amélioration continue et que les projets avancent. Et enfin, on a un comité de pilotage qui se réunit au moment un peu clé, toujours plutôt dans une sphère décisionnelle, plutôt pour suivre l'avancement de la feuille de route, arbitrer les projets retenus ou non dans la feuille de route, et il sera réuni à minima une fois par an, et bien plus si nécessaire, notamment je prends l'exemple fin 2016, début 2017, on était en phase de renouvellement du label. Il a fallu accélérer un peu sur les derniers mois avant de déposer notre label. Donc on a réuni à plusieurs reprises le comité de pilotage pour essayer d'accélérer un peu les choses dans les directions. Ce qu'on a fait, c'est de mutualiser les comités de pilotage, notamment le comité de pilotage Citergy, plan climat, et nos démarches de bilan carbone, convention européenne des mers, puisqu'on invite généralement les mêmes personnes et autant faire d'une pierre plusieurs coups. Alors, à la communauté urbaine de Dunkerque, on s'est organisé, donc on a des comités techniques qui sont quasiment individualisés. Ça, c'est vraiment par expérience. Au début, je faisais un grand comité pour le domaine 1, pour le domaine 2, etc. Donc 6 comités techniques. Et effectivement, l'éventail des questions dans les domaines est assez large. Donc je les ai quasiment individualisés. Ça me permet de passer, entre guillemets, moi finalement je passe un peu plus de temps, mais les personnes que je rencontre, eux, gagnent du temps. Et effectivement, on est beaucoup plus concentré quand on a une ou deux questions à traiter qu'une quinzaine en une demi-journée ou une journée. Globalement, nous on a 29 techniciens qui contribuent à cette démarche de labellisation, donc ils sont vraiment dans toutes les directions, de la direction des finances, direction de la communication, les bâtiments, etc. Donc toutes ces personnes contribuent. On a remonté 116 pages de compte rendu qui ont été rédigées pour préparer la labellisation.
Et on a des centaines et des centaines de justificatifs qui ont été compilés pour attester, prouver c'est pas que du déclaratif. On est vraiment sur des choses qui ont changé avant et après. Et on a compilé plus ou moins 8 gigas de données. Alors ça paraît beaucoup, effectivement, en document Word, en PDF, en Excel. Mais je me souviens très bien d'une remarque de l'auditrice qui nous avait dit, et c'était notamment l'auditeur européen, lors de notre première labellisation Google, qui nous avait vraiment dit que notre dossier était vraiment transparent, très justifié, tout était bien organisé, mesure par mesure, où on retrouvait des justificatifs et voilà, on était sur un dossier très clair et très entre guillemets facile à auditer. Je retiens cette remarque de notre premier auditeur européen. Et comme je vous disais, donc un comité de pilotage qui est fusionné avec les démarches Sytergie, plan climat, bilan carbone, Convention européenne des mers, tout ce qui touche de près ou de loin au climat, à l'air et l'énergie. J'en viens maintenant à vous présenter un peu comment on a structuré la politique climat-énergie avec le label Sytergie. Donc on a un autre plan climat, une démarche réglementaire. J'imagine que les territoires qui participent sont tenus aussi de répondre à cette réglementation. Donc on a une feuille de route qui est pour le territoire, qui est construite autour de 9 thématiques, 9 communautés professionnelles. On a eu 27 réunions de concertation entre janvier et mai 2015 pour écrire cette feuille de route territoriale. On a eu à peu près 500 participants au total et on a une trentaine de signataires d'horizons divers et variés, des industriels, des bailleurs sociaux, des communes, des hypermarchés, des associations, l'agence d'urbanisme, etc., qui se sont engagés, eux, dans leur domaine, à décliner les objectifs climat, air, énergie de la collectivité dans leur cœur d'activité. On a une deuxième feuille de route qui est complètement calée sur le référentiel Sytergie, puisqu'on a repris exactement l'ossature. On a une feuille de route interne qui est calée sur 60 mesures, une centaine d'indicateurs de suivi et répartis dans les 6 domaines de Sytergie. On a la feuille de route pour le territoire qui fait écho au bilan carbone territoire. On est bien là pour amener l'ensemble des acteurs socio-économiques de notre territoire à prendre leur code part finalement dans ces objectifs climat et énergie. Un chiffre que je donne souvent, Monsieur Bikoff l'a un petit peu évoqué en introduction, les services de la communauté urbaine de Dunkerque, le bilan carbone patrimoine et compétences de l'agglomération, c'est 60 000 tonnes d'équivalent CO2 grosso modo chaque année. Le bilan territoire, c'est entre 20 et 25 millions de tonnes équivalent CO2. Ce qui veut dire que l'administration communautaire est responsable de 0,3% des émissions du territoire. D'où l'importance finalement de cette feuille de route territoriale. Mais pour demander aux acteurs socio-économiques du territoire d'être exemplaires, il faut qu'on l'en soit aussi, et c'est tout l'enjeu de cette feuille de route Sytergie qui nous amène à être dans une administration exemplaire au point de vue du climat, de l'air et de l'énergie. Rapidement sur l'historique, donc 2012 effectivement on décrochait un premier label Sytergie avec un score assez élevé de 70%. Ce qui nous a en 2 ans permis de faire la bascule vers le label Sytergie Gold à 76,5%. On a renouvelé notre label Gold en 2018 et effectivement en 2021 on prépare son renouvellement. On a la réunion annuelle de suivi là programmée au 15 décembre qui nous permettra de faire un peu le point et de mettre un peu à jour notre score qui s'était élevé à 81,6% et vous avez la répartition selon les 6 domaines du label. J'en viens maintenant à la dernière partie sur quelques exemples d'actions apportées par la communauté urbaine de Dunkerque dans les 6 domaines du label. Donc un premier domaine, le domaine 1 autour de la planification du développement territorial. On a la révision du document d'urbanisme, le PLUI HD, qui a intégré les aspects de mobilité et d'habitat, justement pour mieux prendre en compte la mobilité, l'étalement urbain, la périurbanisation, accroître les densités. Et on a 2 enjeux centraux qui ont guidé la révision de ce document, qui sont les enjeux santé-environnement et les enjeux climat-air-énergie liés au plan climat. On a une très bonne connaissance des risques liés notamment à l'adaptation de notre territoire au changement climatique. Mon élu l'a bien évoqué également en début d'intervention. On a un territoire qui est particulièrement vulnérable aux inondations, mais également aussi aux submersions marines. On a eu de la prise de compétences anticipée de la compétence GEMAPI
On est engagé dans un PAPI, un programme d'action pour la prévention des inondations. On a un plan de rénovation des digues qui nous a permis de rehausser, c'est la petite photo que vous voyez ici, il y a un petit muret de 60 cm qui a été rehaussé pour prendre en compte l'élévation potentielle, les dernières données en vigueur à ce moment-là, du GIEC, une élévation de 60 cm du niveau marin d'ici à la fin du siècle. On a une bonne connaissance de notre programmation énergétique territoriale avec de nombreux projets européens qui ont été faits sur la programmation énergétique territoriale. Sur le domaine 2, on est une communauté urbaine, donc on a finalement peu de patrimoine, du patrimoine plutôt récent, donc c'est relativement un domaine qui est peut-être plus simple pour une agglomération que pour une commune qui aurait beaucoup plus de patrimoine, mais on a un patrimoine qui est globalement de bonne classe énergétique ou qui est un bon suivi des consommations énergétiques et des programmes pluriannuels pour la rénovation de nos bâtiments. Dans le domaine 3, donc le domaine entre guillemets le plus technique autour de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement et des déchets. Alors on utilise des principes d'écologie industrielle sur notre territoire. On arrive à réutiliser via des réseaux de chauffage urbain l'énergie perdue par les rejets thermiques de l'industrie, la sidérurgie notamment. Donc on a environ 180 bâtiments qui sont connectés pour l'équivalent de 12 000 logements. Connectés sur un réseau de chauffage qui utilise à 60% de l'énergie de valorisation des rejets industriels. On a un nouveau réseau de chaleur qui est en cours de construction, donc on a un réseau historique des années 80-90 et un réseau qui entre en cours de construction qui devrait entrer en fonctionnement en 2020 avec toujours un principe de valoriser la chaleur industrielle. On a une politique déchets qui est clairement portée sur la valorisation énergétique, production d'électricité et de chaleur et de matière via le compost qui est produit par le centre de valorisation organique et un tri sélectif et un recyclage optimisé des déchets de l'agglomération. Le domaine 4 autour de la mobilité. Alors effectivement, Dunkerque a fait beaucoup parler d'elle avec la politique de gratuité des bus qui est la refonte complète du réseau de transport en commun. Donc c'est bien la refonte du réseau de transport en commun qui est venue en premier lieu, avec un objectif d'avoir des liaisons plus proches des habitants, plus d'habitants desservis par les transports en commun. Et une fois que ce réseau a été refondu, il y a eu énormément, plusieurs dizaines de millions d'euros de travaux qui ont été faits pour faire du site propre, des choses comme ça, rajeunir le parc de bus. Et une fois que le réseau a été un peu renouvelé, il est passé en gratuité. Vous avez les résultats sur la hausse de fréquentation qui a été amenée par ce projet. Beaucoup de projets de mobilité douce qui sont soutenus, le plan vélo, une offre de vélo en libre service, des services de mobilité à la demande également qui se développent. Le domaine 5, qui est le domaine autour de l'organisation interne, donc on a une flotte de véhicules qui est très réduite, plutôt des véhicules économes avec des carburants alternatifs, alors véhicules électriques, on avait même des véhicules à hydrogène pendant un moment, et tout le personnel est formé à l'éco-conduite. On a plusieurs services ou plusieurs directions qui sont dans des démarches de SME, de système de management à l'environnement. Alors je vous ai pas mis toutes les démarches ISO, mais voilà, on a quelques services et directions qui entrent dans des démarches d'amélioration continue, type ISO 14001 par exemple. On a sur le domaine 6 de la communication et de la coopération, on est une collectivité qui est pleinement impliquée avec une forte identité climat-air-énergie. On fait entendre notre voix dans les réseaux, il y a une vraie vision, une vraie ambition. On est régulièrement sollicité sur des interventions politiques. On a une stratégie de communication et de coopération qui est claire, des équipements dédiés comme le Learning Center sur la ville du Raz pour les personnes qui sont peut-être déjà venues au CNFPT à Dunkerque en formation. Vous avez été dans ce bâtiment du Learning Center autour de la ville du Raz. L'agglomération a été reconnue un territoire d'innovation en 2019. On a une dotation d'environ 37,5 millions d'euros pour un total de 288 millions d'euros qui seront investis sur le territoire par 70 partenaires qui se mobilisent. On est plutôt sur de la mobilisation des gros industriels de notre territoire pour vraiment effectuer cette transition énergétique et climatique sur le territoire dans les 10 ans qui viennent.
Et enfin, une opération exemplaire et récurrente qui dure depuis plus de 10 ans maintenant, qui est l'opération Réflexe Énergie, qui vise à soutenir financièrement les travaux d'économie d'énergie réalisés par les particuliers. Et donc son budget en début du précédent mandat, 2014, a été doublé. On atteint maintenant 900 000 euros d'aide par an, ce qui permet de soutenir 1 200 dossiers de rénovation énergétique ou thermique des bâtiments de la population dunkerquoise. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à réserver vos agendas. Alors le rendez-vous sera peut-être pas il sera même sûrement pas en physique ou en présentiel, mais rendez-vous pour les assises, les 21e assises de l'énergie, les assises européennes de la transition énergétique à Dunkerque du 12 au 14 janvier et enfin, j'en termine avec en vous laissant nos coordonnées. Donc, je vous rappelle le lien pour vous inscrire sur la e-communauté transition énergétique du CNFPT, et vous avez mes coordonnées ainsi que les coordonnées de Monsieur Bikoff. Voilà, j'en ai terminé. Je suis tout ouïe pour répondre à d'éventuelles questions. Bien, merci Monsieur Marie pour cette intervention très claire, aussi claire que votre support, qui sera donc mis en ligne sur la e-communauté à l'issue de l'enregistrement. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques questions qui se sont profilées. J'avais suggéré de les mettre dans la partie conversation. Donc on a bien noté tout ce qui a été présenté en termes de retour d'expérience. Et Monsieur Patrice Guillonnet demande quel est l'outil qui est utilisé pour la récolte des justificatifs. Est-ce que vous utilisez l'outil EMT ou bien l'outil interne qui vous est propre donc? Alors effectivement, on utilise les deux, puisque l'EMT, l'Energy Management Tool, désolé pour l'accent, est un outil qui a été développé au niveau européen pour simplifier les collectivités. Alors c'est vrai que l'ergonomie n'est pas forcément très simple, ça prend beaucoup de temps d'implémenter tous les documents mesure par mesure sur l'EMT. Donc ce qu'on fait, on l'utilise pour les grandes lignes, on dépose vraiment les grands documents justificatifs. Et je vous parlais là de 110, 120 pages de compte rendu qui ont été rédigées. En fait, on les a rédigées sous la forme de tableau Word qu'on a simplement copié-collé dans l'EMT. Ce qui veut dire que nous, l'EMT, ça nous a pris quelques heures à le compléter sur la base de l'ensemble des justificatifs, des comptes rendus qu'on avait déjà des comités techniques. Donc oui, on utilise l'EMT, mais on a quand même quelques outils, des classeurs Excel ou documents Word tout simples, qui nous permettent d'avoir un peu plus de données et de nous soustraire un peu des temps de téléchargement, de chargement sur l'EMT. Bien, je pense que la réponse a été claire. Donc c'est un peu l'EMT et un peu des outils internes. Dans le même ordre de questions, il y a Monsieur Saint-André qui demande si vous utilisez pour la collecte toujours le suivi des analyses des consommations d'énergie. Est-ce que vous avez aussi un outil spécifique lié aux consommations d'énergie? Alors, sur les consommations d'énergie, typiquement sur le patrimoine, alors je sais plus l'outil qu'utilisent mes collègues, mais il en existe plusieurs. Il y en a un qui me vient à l'esprit, c'est iDébat, mais je suis pas sûr que c'est celui-ci qu'on utilise nous en interne. Donc là, effectivement, pour le suivi de nos consommations énergétiques de nos propres bâtiments, on utilise des outils disponibles. On adhère aussi à la campagne Display, qui nous permet de sortir des DPE que l'on peut afficher dans tous nos bâtiments. Et par contre, pour tout ce qui est le suivi des consommations là, je passe plutôt au maillon territorial. On a toutes les données en open data de nos énergéticiens, de nos gestionnaires de réseaux de chauffage urbain. Et ça, je les suis depuis plus de 10 ans maintenant via des classeurs Excel et des graphes. Et puis, je tire les courbes de tendance et je tire des courbes d'objectifs à 2020, 2030, 2050 pour voir un peu si on s'éloigne ou si on s'approche un peu de nos objectifs chiffrés en matière d'économie d'énergie. Mais je fais la même chose sur les gaz à effet de serre, sur les polluants atmosphériques, etc. Bien, merci de cette réponse. Il y a une autre question, je vois, sur les coûts associés. Donc, je vous parlais d'un conseiller externe. Donc, effectivement, si je prends simplement pour la mise en œuvre de la démarche Citergy, il n'y a pas d'autre. Je ne prends pas en compte le coût de la mise en œuvre de la feuille de route.
Nous, à la communauté urbaine de Dunkerque, ce qui a été tranché assez tôt, une fois qu'on était lancé dans la démarche, dès le début des années 2010, c'est que la direction dans laquelle moi je travaille, le service urbanisme environnement, prend en charge les coûts pour porter cette labellisation, mais on ne prend pas en charge les coûts pour mettre en œuvre la feuille de route. La feuille de route est mise en œuvre par les directions opérationnelles. Les actions qui concernent les déchets sont mises en œuvre par la direction des déchets. Les actions qui concernent le développement économique sont mises en œuvre par la direction du développement économique. Donc moi, je n'ai que le marché, effectivement, avec le conseiller Citergie. Et ce que je vous disais, hein, grosso modo, je crois 20-30 000 euros pour un cycle de 4 ans. Ça me semble déjà pas mal pour une collectivité de 200 000 habitants, 1500 agents comme la nôtre. Voilà, donc Aurélie, vous avez eu la réponse avant que je puisse reformuler la question, mais c'est très bien, effectivement. Et puis, il faut savoir, parce il y a des groupes aussi de techniciens, il y a un groupement d'ingénieurs, des associations qui s'occupent de tout ça et qui surveillent tout ça. Vous avez aussi l'enquête par rapport à l'ADEME, là, l'enquête nationale quinquennale qui est faite. Il faut savoir que les postes comme ça d'économe de flux ou de chargés de mission sont quelquefois simplement amortis sur les économies réalisées dans les... Alors je sais que les budgets ne se transfèrent pas, mais ce sont des Oui, économies qui malheureusement. sont substantielles et qui permettent de financer un, voire deux postes. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Ensuite, j'ai une Autour question des communes. également. Oui, voilà, autour des communes de la communauté urbaine, est-ce qu'elles sont également impliquées dans la démarche Citergie et si elles le sont, comment? Alors, elles sont impliquées. Alors, deux communes sont impliquées complètement directement puisqu'elles adhèrent à la démarche de labellisation Citergie. Donc, la commune de Grande-Synthe et la commune de Dunkerque sont également dans une démarche de labellisation Citergie. Ils vont avoir, je pense, leur premier résultat. Donc, Dunkerque et Cap Citergie et la ville de Grande-Synthe a déposé un dossier cette année. Je ne sais pas à quel niveau ils seront. Donc voilà, il y a un premier niveau qui est effectivement les deux communes de l'agglomération qui sont impliquées. Mais finalement, on essaye nous d'impliquer plutôt dans notre démarche territoriale. Je reviens sur mes 9 groupes de travail. On avait un groupe de travail autour des collectivités et organismes publics dans lequel finalement on distillait un peu les grandes lignes d'une feuille de route climat-air-énergie à destination de communes ou d'organismes publics. Et à ce titre, on peut aussi considérer qu'on a essayé d'entraîner d'autres communes qui ne sont pas adhérents au label Citergie dans des actions finalement qui sont dans notre feuille de route Citergie. Je sais pas si c'est bien clair. Oh, pour moi, ça l'est. J'espère que ça l'est aussi pour Monsieur Caillot et Monsieur Guillonnet, qui effectivement rebondissaient aussi en se posant la question de savoir si il y Oui. avait une mutualisation avec la ville-centre, en l'occurrence Dunkerque. Alors, je vous disais à l'instant hein, que la ville de Dunkerque, je pense que son score doit tourner autour de 40%. Donc effectivement, si on part sur une démarche mutualisée, il est très probable qu'on perdrait le label Gold, au moins à courte échéance. Ce qu'on a plutôt prévu, nous, c'est de renouveler, de terminer notre cycle là en 2021. Et effectivement, on a une grosse réorganisation des services et un schéma de mutualisation avec la ville-centre qui s'écrit là en ce moment en 2020-2021. Donc je prendrai pas les paris. J'aimerais peut-être voir ce qu'en pense mon élu, mais on serait peut-être sur un dernier cycle chacun de notre côté, et puis le prochain cycle dans 4 ans, effectivement, pourquoi pas tenter une labellisation avec la ville-centre. Ce qui lui laisserait le temps encore hein, de 2-3 ans, enfin oui, même 4 années quasiment, d'augmenter un peu son score et voilà d'arriver à un label Gold mutualisé à l'échelle de nos deux collectivités. Bien, j'espère que chacun a retrouvé une partie de la réponse à la question qu'il avait posée. Quoi qu'il en soit, effectivement, quand on est en communauté, vouloir identifier les performances des villes-centres ou des villes ou des partenaires les plus importants, les plus impliqués, ça peut effectivement, s'ils prennent une indépendance dans la labellisation, ça peut effectivement mettre en désordre les labels acquis. Mais bon, je pense que la mutualisation est quand même une bonne forme de participation dans ces labels, puisque à travers chaque communauté, on reconnaît chacune des communes, il faut bien le dire.
même si on n'a pas forcément le détail des résultats des participations des uns et des autres. Oui, et puis vous jouez, Je, alors j'ai peut-être pas oui, forcément insisté au moment de la présentation sur ce point, mais le label est vraiment adaptatif. Il s'adapte vraiment à votre périmètre et à votre sphère de compétences. Alors effectivement, nous sur un label à l'échelle d'une interco, on doit jouer il y a 500 points au total, on doit jouer sur 430, 405, 440 peut-être. Une ville, ça va être un peu moins. Effectivement, si vous êtes sur des démarches mutualisées, nous, les questions qu'on se pose pas, par exemple liées à l'éclairage public, liées aux autorisations aux autorisations d'urbanisme, au permis de construire, qui sont de compétences municipales. On ne se les pose pas quand on est dans une démarche à l'échelle d'une interco. Effectivement, si on est sur une démarche mutualisée, ces questions-là viendraient dans notre panel de questions à prendre en compte. j'ai encore deux questions très intéressantes et qui sont importantes, hein, justement, qui concernent l'engagement. Comment avez-vous procédé pour engager les entreprises dans cette démarche? Étant donné que vous avez effectivement une forme de partenariat, je crois, et une forme d'engagement, mais comment effectivement arriver à mobiliser et à intéresser les entreprises? Est-ce que vous utilisez fortement après la communication? Est-ce que vous avez d'autres moyens de leur donner envie de vous rejoindre? Non, alors J'ai là, faut être clair, net et précis. Les entreprises vont venir chercher essentiellement soit de l'ingénierie, soit du financement. La collectivité peut fournir un peu d'ingénierie, mais sur des process énergétiques de gros industriels, on n'est pas armé pour accompagner. Mais par contre, pour mettre en synergie l'ensemble des activités et des industriels qui sont présents sur notre territoire, rechercher des potentiels d'écologie industrielle, se regrouper pour répondre à des appels à projets. Et je prends l'exemple de territoire d'innovation. Je pense que la force de la candidature du territoire dunkerquois était de réussir à faire se parler des industriels entre eux et de pouvoir essayer de susciter des projets d'économie d'énergie, d'écologie industrielle au service du territoire, mais aussi au service des entreprises. Et donc c'est plutôt via ce biais qu'on engage les entreprises. Effectivement, je vous évoquais les chartes de partenariat au titre du plan climat. Enfin, elles ont peu ou pas de valeur juridique, ces chartes. Elles sont sur du volontarisme. On n'est pas autorité de l'État, on n'est pas la DREAL, on n'est pas autorité qui contrôle les installations classées pour la protection de l'environnement, les fameuses ICPE ou entreprises Céveso. Donc voilà, et mon élu l'a assez bien dit en introduction. On a finalement assez peu de leviers directs pour agir sur ces centres décisionnels, sur des grandes multinationales qui n'ont même pas leur centre décisionnel en France pour la plupart. Donc on est vraiment là pour outiller ces entreprises et entrer dans des dispositifs qui nous permettent de recevoir du financement de la part de l'État, de la région, de l'Europe, peu importe. Mais voilà, de parler d'une même voix commune et enfin vous l'avez bien compris sur notre territoire, ces aspects engagement climat, air, énergie, lutte contre le changement climatique sont politiquement portés depuis plusieurs décennies et il y a une vraie connotation dunkerquoise à travailler autour de l'énergie. On est un nœud énergétique, on a la plus grande centrale nucléaire du parc européen. Donc voilà, tout ça fait sens de travailler ensemble et de porter dans des dispositifs de financement pour voilà trouver des moyens de mettre en œuvre les actions des industriels. Voilà. Et bien, écoutez, vous n'aurez pas la modestie, mais sachez quand même, pour ceux qui sont à l'écoute ou les participants, que la ville de Dunkerque en tant que telle, hein, que le Dunkerquois globalement, mais Dunkerque en tant que telle, a été à l'origine hein, et à l'initiative de ce qui se passe dans le domaine de l'énergie dans les collectivités. Hein. C'est eux qui ont fondé les premières assises de Croix de mémoire avec la coopération de En... Grenoble, en alternant avec Oui, oui, Grenoble hein, à l'époque. Hein. Voilà, oui, ça donc c'était dès il y les années a 90.
C'était dans les années 90, voilà. J'ai une question qui est fortement d'actualité, que je me fais un plaisir de vous poser parce que j'ai activé plusieurs communications dans la e-communauté sur ce sujet. Qu'en Oui. est-il du rapprochement de Citergy avec le décret tertiaire? C'est-à-dire que dans le décret tertiaire, vous allez pouvoir l'exposer mieux que moi, il y a des obligations de résultat, hein, donc comment avez-vous intégré ça dans votre profil Citergy? Alors, je suis pas très au fait du décret tertiaire, hein, mais j'imagine qu'il vient renforcer les obligations en termes de performance énergétique du patrimoine. Et effectivement, le patrimoine des collectivités, c'est du patrimoine tertiaire, ou au moins il est classé en tant que tel. Donc j'ai envie de dire, c'est du ressort du domaine 2. Tout le domaine 2 est consacré à la performance énergétique du patrimoine des collectivités. Donc si vous améliorez vos indicateurs du domaine 2, si vous avez un meilleur suivi des travaux d'efficacité énergétique qui se font régulièrement, finalement, ils viennent en outil de mise en œuvre opérationnelle du décret tertiaire. Donc j'ai envie de dire, oui, effectivement, là, le Citergy va le faire de lui-même. Et dans tout le domaine 2, effectivement, on a un système de notation qui, à la fois, vous apporte des points si vous avez un suivi fin de vos consommations énergétiques, que vous êtes en mesure de détecter très rapidement une dérive de consommation d'énergie, d'eau ou peu importe. Et donc, un deuxième élément de notation, c'est vraiment la performance de votre patrimoine. Donc oui, il faut améliorer la performance énergétique du patrimoine. Et j'imagine que donc il y a toujours des classes, hein, pour la notation. Les consommations qu'il faut atteindre sont mises à jour avec la réglementation. Et donc il y a fort à parier que les niveaux de consommation vont être mis à jour pour répondre aux objectifs du décret tertiaire. J'ai envie d'aller un peu plus loin que la question de Monsieur Régnier sur le sujet, en vous demandant si, vous n'êtes pas tenu d'y répondre immédiatement, mais vous pourrez peut-être Oui, oui. faire une communication sur la e-communauté à ce sujet. Mais pour aller plus loin dans la question, est-ce que le référentiel, par exemple Citergy, Oui. s'adapte justement à ce nouveau décret? C'est plutôt les valeurs à atteindre qui vont s'adapter finalement. Vous faites de la rénovation énergétique et il faut amener votre patrimoine à consommer autant de kilowattheures par an et par mètre carré. Donc voilà, c'est simplement la cible qui va se modifier, qui va se durcir. L'ambition va être plus élevée, j'imagine, via la prise en compte de ce décret tertiaire. D'accord, donc c'est plutôt une obligation de résultat qu'une Voilà, obligation de totalement. moyens ou qu'une mutualisation. C'est ce que je vous disais, il y a vraiment dans Citergy, on évalue les moyens, mais on évalue surtout l'efficacité des moyens qui ont été mis en œuvre et l'avancement. Il faut que les indicateurs aillent dans le bon sens. Alors effectivement, nous on a été un peu, je prends un exemple notamment sur la mobilité. On avait beaucoup de projets qui devaient nous faire un peu augmenter la part en transport en commun. Effectivement, quand vous passez la gratuité du réseau de bus, alors peut-être que mon élu pourrait vous donner les coûts, hein, les ordres de grandeur en coûts, mais tout ça, c'est un coût effectivement. Et le problème, c'est que la réponse en termes de part modale, elle n'est pas du jour au lendemain. Donc effectivement, il y a de gros efforts qui ont été faits. Donc sur toute la partie effort, on était plutôt bien noté. Par contre, effectivement, notre capacité à mesurer du report modal est escalée et on a eu beaucoup de mal à justifier d'avoir vraiment du report modal. Et du coup, sanction, on n'a pas eu tous les points sur les questions d'indicateurs précis de part modale qui devaient s'améliorer malgré toute la dynamique qui a été lancée pour relancer les transports en commun sur l'agglomération dunkerquoise. Donc il y a vraiment deux choses. Il y a votre capacité à mettre en œuvre, à faire, et votre capacité à réussir et que les indicateurs évoluent dans le bon sens. Puisque vous avez sollicité votre élu, Monsieur Bikoff, vous voulez peut-être intervenir sur le domaine de la mobilité. Pour ça, vous avez la possibilité d'activer votre micro. Ça y est, donc vous m'entendez, hein? Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui, pas de Très problème. bien, très bien. Concernant la mobilité, je vais répéter un peu ce que je disais. Là, on a réussi effectivement à douter, parce que c'est un projet qui date pas d'aujourd'hui, hein, cette modification du transport gratuit. Les anciennes municipalités, je disais que
quelle que soit la couleur politique, Patrice Vergrit, qui est notre nouveau maire de Dunkerque et président de la communauté urbaine, bon, il fait son 2e mandat, il a aussi bénéficié de ses prédécesseurs. Il y a une enveloppe de 65 millions d'euros pour ce projet de Décabus, c'est-à-dire que nos prédécesseurs, comme ceux d'aujourd'hui, parce que le président Vergrit est un ancien président de l'agence d'urbanisme, il a une vision urbanistique des choses. Dans le transport, il avait une vision beaucoup plus large, c'est-à-dire que on profite effectivement de remettre en place un nouveau réseau de bus, hein, donc et on voit l'urbanisme en fait. On a une vision vraiment très globale, très systémique de la chose. Donc aujourd'hui, on mesure pas encore tous les effets de ce que cette nouvelle structure de transport sur l'agglomération va apporter. Bon, la notion de gratuité, effectivement, c'est une exclusivité de Patrice Vergrit. Hein. Je pense qu'il a une vision, il était très visionnaire à ce niveau-là, parce que bon, je pense que la notion de gratuité dans un monde marchand est en train de s'estomper, et on voit que en France comme ailleurs, cette notion de gratuité commence à prendre effectivement de la place qu'on n'imaginait même pas il y a 10 ans, quoi. Donc, au travers de là, c'est plutôt l'approche politique. Vous me parliez du transport, mais moi je voyais plus la vision globale du monde de demain. On voit qu'il y a une redistribution des cartes sur beaucoup de choses. Bon, moi je vous ai entendu. Bon, Jimmy, Marie, effectivement, vous avez dressé donc quelque chose de très clair sur notre démarche Sytergie. Je voulais dire aux collègues du CNFPT, qui sont des cadres en fonction de futurs cadres, bon, en tant que, pas technicien, mais en tant que citoyen, se dire qu'à un moment donné, il va falloir peut-être penser le monde différemment de celui qu'on a pensé, quoi. Hein. Donc, moi, j'ai une vision toujours en tant qu'homme politique, d'abord le citoyen. Sytergie, vous, sur vos territoires, bon, que vous preniez exemple sur Dunkerque, moi je m'en félicite, mais chacun va trouver sa propre voie. Vous avez effectivement, bon, nous, comment on a fonctionné, bon, même si la démarche Sytergie est une démarche qui est normée, c'est-à-dire que tout le monde va travailler de la même manière, mais je mets en garde, il n'y a pas de copier-coller, il faudra que chacun y trouve sa voie, et il va surtout falloir être autrement plus ambitieux, hein, ambitieux politiquement, on l'est, mais bon, ça suffit pas. Et ce qui fait la force également, je m'éloigne pas tout à fait de la question que vous m'aviez posée, monsieur, mais bon, vous voulez m'exprimer un peu en tant que politique sur le territoire. Ce qui fait aussi la force, c'est qu'à un moment donné, on a une vision partagée entre le politique et le technicien. On travaille, et Jimmy Marie est là pour en témoigner. Moi, j'attache beaucoup d'importance au duo. Un politique ne fera rien sans le technicien ne fera rien s'il n'est pas appuyé par un politique. Donc ça, c'est aussi très important. Donc voilà, je vais pas monopoliser plus que ça la parole, mais moi je me suis content effectivement que ce webinaire existe, qu'on puisse effectivement partager. Hein, et j'avais regardé la question, si je pense que c'était un monsieur ou une dame de Montpellier. Moi, les grands défis qu'on va avoir, parce que Montpellier est une communauté urbaine, la communauté urbaine de Dunkerque aujourd'hui, on a été beaucoup en avance, mais la mutualisation est en train de redistribuer les cartes, parce que non seulement il y a mutualisation, mais on est en train de parler, pas simplement à l'échelle de mon territoire, mais ailleurs, du transfert de compétences, c'est-à-dire qu'on est en train de rebasculer. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Dans quel sens? J'en sais trop rien, ce que ça va donner, mais c'est des grandes questions à se poser, tout à fait. Mais bon, je rappelle qu'aussi la finalité de ce qui nous rejoint, vous comme moi, c'est d'arriver effectivement à vivre dans un monde qui soit le plus propre possible et qu'on ait au moins qu'on puisse trouver le bon équilibre entre l'économie et l'écologie, parce qu'on parlait de transition énergétique, mais c'est transition énergétique et écologique. Donc voilà, merci. Eh bien, écoutez, Monsieur Bikoff, merci de ce propos hein, qui effectivement remet en scène le duo élu
techniciens, hein, qui est effectivement un duo indispensable à la fois dans la démarche Citergy, mais j'ai envie de dire dans les métiers de la fonction publique territoriale. Nous arrivons pratiquement au terme du créneau horaire qui est le nôtre. Je sais que pertinemment d'autres questions pourraient être posées. Donc, à ce titre, vous avez les coordonnées des intervenants, n'hésitez pas à les recontacter. J'ai aussi à vous dire que tous les autres webinaires qu'on a réalisés depuis 2019 sur Citergy, vous pouvez les reconsulter sur le site de la e-communauté. Et je voudrais vraiment remercier beaucoup les deux intervenants, hein, aussi bien M. Bikoff que M. Marie, parce qu'ils ont effectivement fait en une demi-heure de présentation et une demi-heure d'échange avec de nombreuses questions, d'où l'intérêt du sujet. Des présentations remarquables, donc ça, je tiens à les remercier. Et puis, ces présentations, comme je vous l'ai dit, vous seront et vous resteront accessibles. Alors, avant de conclure, je regarde bien si on n'a pas raté les questions. Il y a une question qui vient d'arriver. Ah oui, une question qui vient d'arriver d'Isabelle Thierry, qui est de la position du chargé de projet dans l'organigramme. Alors ça, Monsieur Marie, je vous laisse le soin d'y répondre. Oui. Alors, la position la plus idéale, c'est bien évidemment le plus près du DGS, j'ai envie de dire. Mais moi, je suis rattaché donc dans une grande direction environnement, territoire et transition énergétique. Donc, pour tout ce qui est environnement, ça va concerner la gestion des espaces naturels, notamment toute la partie géomatique, toute la partie urbanisme et transition énergétique, gestion des réseaux, des concessions énergétiques, Enedis, GRDF, développement des énergies renouvelables, et le service dans lequel je travaille, c'est urbanisme et environnement. Et donc j'ai un collègue qui travaille autour des risques majeurs, un collègue qui travaille autour de la qualité de l'air, des sites et sols sensibles, et j'ai 2 collègues urbanisme et on est rattaché à une chef de service. Donc voilà pour la question du positionnement. Je vois qu'il y a une Bien, autre. Oui, c'était juste une question vraiment très précise, très pointue. Bon, vous avez effectivement dit la position idéale, c'est près du DGS. Oui, ça c'est beaucoup d'ambition. C'est surtout beaucoup d'intention, parce que effectivement, toute cette politique énergétique, on s'aperçoit que c'est vraiment une transversalité, à la fois par rapport à la qualité de l'air, par rapport à la consommation d'énergie, par rapport aussi au développement et aux transitions qui nous sont aujourd'hui proposées, qu'elles soient énergétiques, écologiques ou environnementales. C'est sûr que là, la transversalité est obligatoire, j'ai envie de dire. Bon, je pense que maintenant, nous pouvons pratiquement conclure, sauf si une question subsidiaire parvenait. Donc, je tiens à vous rappeler aussi, peut-être avant de clore, que le prochain webinaire se tiendra sur un tout autre sujet, mais qui n'est pas loin du vôtre, parce qu'il touche le plan climat, air, énergie, territoire. C'est la gestion, ou plutôt l'intervention des collectivités sur la rénovation énergétique des copropriétés. Et là, vos homologues de la communauté de Grenoble, hein, de la communauté urbaine de Grenoble, viendront nous expliquer comment effectivement on peut, du côté territorial et du côté politique, entre guillemets, intervenir sur ce secteur complètement privé. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous le 24 novembre prochain, hein, c'est dans une quinzaine de jours, si le sujet vous intéresse ou si vous pouvez en parler autour de vous. Voilà. Sinon, il me reste à remercier encore une fois les intervenants, les participants, qu'on n'oublie pas, et je vais peut-être conclure cette réunion et vous souhaiter une bonne après-midi et une bonne continuation. Voilà. Donc, merci à tous et puis au plaisir de vous retrouver sur les webinaires de la e-communauté Transition énergétique. Merci, bonne fin de journée.